On va passer au dossier numéro 2. C'est un dossier qui est plus un dossier axé sur le handicap. Donc c'est Madame D, 79 ans, qui est également tombée. Vous allez voir dans cette conférence, quasiment tout le monde est tombé. C'est un élément commun. Elle a une douleur du poignet droit. Donc les premières questions, c'est plutôt de l'orthopédie que de la gériatrie. Mais c'est un moyen d'accès très facile, de rentrer très facile dans un dossier de gériatrie. Tout ce qui est fracture, fracture de hanche, fracture du poignet, fracture vertébrale. Donc il faut être très bon en orthopédie pour être bon également en gériatrie. Dans la question numéro 1, on soupçonne une fracture du poignet, qui est la plus fréquente dans ce contexte. Donc il faut détailler les éléments cliniques qu'on va chercher en faveur de ce diagnostic. Donc là encore, on distingue l'interrogatoire, l'inspection et l'examen physique. Donc dans l'interrogatoire, on va demander quel était le mécanisme de la chute, et notamment quel était le mécanisme, si c'était en flexion ou en hyperextension, que la patiente est tombée par terre, c'est important. On va demander s'il y a eu un craquement audible, qui est en faveur d'une fracture, s'il y a une douleur immédiate ou pas, c'est pas très bien orientateur, mais bon, il faut quand même le demander. Il faudra demander s'il y a eu une impotence fonctionnelle immédiate ou retardée, et s'il y a eu une déformation visible. On va demander également, en vue d'une éventuelle chirurgie, l'horaire du dernier repas, ce qui est très important. S'il a mangé récemment, on ne pourra pas l'anesthésier et on ne pourra pas l'opérer. On va lui demander sa main dominante. Si elle est droitière et qu'elle s'est cassée le poignet droit, c'est beaucoup plus grave que l'inverse. Et on va lui demander également quelles sont ses allergies, quels sont ses traitements et ses antécédents médicaux principaux. À l'examen physique, on va faire tout ce qu'il faut dans l'examen physique orthopédique, c'est-à-dire l'inspection, la palpation et la mobilisation. Toujours distinguer ces trois items afin d'être le plus performant possible et de rien oublier. À l'inspection, on va chercher une déformation classique du poignet, soit en ventre de fourchette, qui va être comme ça, soit en dos de fourchette, qui va être comme ça, et qui est lié en fait à la saillie du radius ou de l'ulna par rapport au poignet. Ça signe une fracture. Donc on va également voir de profil, si on a un aspect, enfin de face, si on a un aspect de main-botte radiale. Alors là, je vous dis tout de suite, c'est pas botte B-O-T-E, c'est botte B-O-T-E. C'est comme le pied-bot, c'est une main-botte. Donc c'est une main qui va être ascensionnée, qui va être vraiment figée, un peu épaissie. Donc c'est une main-botte radiale, mais botte B-O-T-E. Voilà, on va chercher également, donc à la palpation, une douleur, donc soit du radius, soit de l'ulna. On va chercher une douleur des styloïdes. On va chercher des douleurs des os du carpe associés, et on va chercher d'autres fractures. À l'inspection, on va également chercher d'autres ecchymoses ou des plaies cutanées. Donc, il faudra penser au salvat dans ce cas-là. Et enfin, à la mobilisation, on va chercher si le poignet est totalement impotent, de manière passive et active, ou s'il est encore mobile. Là, on fera attention à ne pas trop faire mal à la patiente. Et enfin, on cherchera donc des complications. Les complications qui sont classiques en orthopédie, c'est complications vasculaires. Donc on va chercher le pouls capillaire. Donc en fait, c'est la recoloration du doigt. En cas de section d'une artère ou d'une veine, on aura un défaut de recoloration. On va chercher des troubles neurologiques. Donc là, on va faire un examen neurologique complet avec un effleurement de la main. On pincera un petit peu les doigts afin de vérifier qu'il n'y a pas de lésion du nerf médian, du nerf ulnaire ou du nerf radial. Donc ça, c'est très important également. On va chercher s'il n'y a pas une effraction cutanée, donc ce sera un cauchois 1, 2 ou 3, qui augmente le risque d'infection et donc qui doit prendre en charge rapidement la patiente. Et on mettra le tout sur un schéma daté et signé qui sera médico-légal. Dans la question 2, on a l'iconographie. Donc très clairement, on voit le trait de fracture. Qui est un trait de fracture, il faut tout décrire. Il faut décrire le trait de fracture, il faut décrire le déplacement. Ici, le trait de fracture, il est sus-articulaire, il ne touche pas l'articulation. Donc c'est un trait de fracture qui intéresse le radius, avec ici, on voit également que l'ulna est touchée, la styloïde ulnaire est touchée, donc qui est sus-articulaire, qui est oblique vers le bas et vers l'avant. Et ce qui est très important dans une fracture du poignet, c'est la bascule. Ici, on a une bascule qui est postérieure. Comment est-ce qu'on sait si elle est postérieure ou antérieure? On regarde le pouce sur la radio. Le pouce est toujours en avant. Et on regarde le fragment distal du radius. Et on regarde l'orientation de la glène. Là, la glène est tournée
de manière opposée au pouce, donc c'est un déplacement postérieur, une bascule postérieure. Dans les autres cas, la glène sera tournée vers le pouce, ce sera un déplacement antérieur. En cas de déplacement antérieur, ce sera une fracture de type Goyron-Smith. En cas de déplacement postérieur, ce sera soit un put-au-col, en cas de fracture du radius simple, soit un Gérard Marchand, ce qui est le cas ici, en cas de fracture du radius associée à une fracture de l'ulna. Donc ça, c'est important. Il faut dire le diagnostic complet, c'est-à-dire fracture de l'extrémité inférieure du radius, qui est sus-articulaire avec une bascule postérieure associée à une fracture de la styoïde ulnaire, c'est-à-dire fracture de Gérard Marchand. Si vous dites uniquement fracture de Gérard Marchand, vous n'aurez pas tous les points à l'internat, donc c'est important de bien tout détailler chaque item. Il faudrait dire également le côté, là c'est du côté droit, bien sûr. La prise en charge, donc c'est une prise en charge orthopédique, on ne va pas passer beaucoup de temps dessus, il faut mettre en condition le patient, mettre à jeun, mettre une voie veineuse, appeler l'anesthésiste pour qu'il fasse le bilan anesthésique, faire un bilan préopératoire si besoin, notamment chez ces personnes âgées, on fera au moins un ECG et un bilan d'hémostase. Il faut traiter la douleur, donc antalgie à la fois médicamenteuse mais par une attelle souple ou plâtrée, et enfin on fera un traitement de la fracture, soit orthopédique soit chirurgical. Tout dépend de la réduction. Les mots-clés, c'est réduction, ostéosynthèse ou pas, et contention. Ici, on va réduire le foyer de fracture. On va regarder en scopie s'il est bien réduit. S'il est bien réduit, on va laisser comme ça. On va mettre une manchette plâtrée pendant 6 semaines. S'il est mal réduit, on fera un embrochage intrafocal, la technique de Capronji, ou toute autre technique du centre qui accueille la patiente. Et ce sera au moins 3 semaines d'embrochage. On pensera également à faire, là encore, un certificat médical initial descriptif, à penser à à prévenir une maladie thromboembolique veineuse et à rééduquer la patiente la plus précocement possible. Donc ça, c'est des questions typiques d'orthopédie, on ne va pas y revenir, vous devez l'avoir vu en orthopédie, et surveiller cliniquement et radiologiquement la patiente, évidemment. Dans la question 3, on vous demande quelle pathologie sous-jacente vous recherchez et comment faire le diagnostic. Donc là, très clairement, on recherche une ostéoporose symptomatique. Donc les 3 sites d'ostéoporose principaux, c'est le poignet d'abord, les vertèbres ensuite, et enfin le col du fémur. À 80 ans, c'est le col du fémur, 70 ans, c'est les vertèbres, et 60 ans, c'est le poignet. Dans la maladie ostéoporotique, comme ça, tous les 10 ans, on a un site fracturaire qui est préférentiel, sachant qu'au fur et à mesure, on a de plus en plus de chances d'avoir une fracture. Donc là, c'est probablement ostéoporotique. Et pour mettre le diagnostic de certitude, il faut faire une ostéodensitométrie ou absorptiométrie biphotonique au rayon X. Et en fait, on va prendre plusieurs cibles, par exemple le col fémoral, des vertèbres ou le poignet, en évitant bien sûr de prendre le poignet qui est cassé, ça va fausser les mesures. Mais en tout cas, il faut prendre des sites de calcul. Et on va calculer en fait le T-score, c'est-à-dire on va mesurer la minéralisation osseuse au niveau de ces os et on va comparer par rapport à la minéralisation osseuse normale d'une personne d'une même sexe mais jeune. Ça, c'est le T-score. Le Z-score, c'est la même chose mais par rapport à une personne du même âge en bonne santé. Il a beaucoup moins d'intérêt, c'est surtout le T-score qui nous intéresse. Et ensuite, on va calculer le T-score et on va l'exprimer en déviation standard par rapport à la normale. Ici, en cas de T-score inférieur à moins de 5, ça signera une ostéoporose, et comme elle a une fracture, ce sera une ostéoporose avérée. Le mot avéré, on le rajoute en cas de fracture. Donc en cas de T-score qui est inférieur à 1, c'est totalement normal, et en cas de T-score entre 1 et 2,5, ce sera une ostéopénie, c'est à risque d'ostéoporose plus tard. Alors j'avais une question qui était, est-ce qu'on peut dire que c'est une ostéoporose post-ménopausique? Alors oui, probablement, c'est la cause la plus fréquente. Il y a d'autres causes d'ostéoporose qui sont la consommation de tabac, de café, de thé, l'absence de consommation de produits laitiers ou de calcium en général, la prise de médicaments qui sont hypocalcémiants, la sédentarité, le faible poids et faible taille, l'âge et le sexe de la patiente, ou même l'origine caucasienne ou autre de la patiente qui peuvent entraîner une ostéoporose. Ici, tu peux dire que c'est une ostéoporose post-ménopausique, mais probablement ça ne rapportera pas de points. Ce n'est pas un élément clé. Et enfin, le T-score, on me demandait d'expliquer le T-score, donc je vous ai expliqué. Il faut faire attention à bien utiliser le T-score et pas le Z-score. Souvent, il est exprimé sur une courbe où on voit le T-score médian et on voit les écarts types
2,5 au-dessus, 2,5 en dessous. Si le T-score de la patiente est en dehors de ces zones, il s'agit d'une ostéoporose. C'est facile à voir graphiquement. Et on me demandait également, est-ce qu'il faut doser les marqueurs de résorption osseuse dans le bilan initial de l'ostéoporose? Alors la réponse est non. Il ne faut pas forcément faire les CTX ou les NTX dans un bilan d'ostéoporose, mais je vais répondre à la question, il faut quand même faire un bilan d'ostéoporose dans ce cas-là, qui va comporter par contre la calcémie, et évidemment l'albuminémie pour calculer la calcémie corrigée. On va faire également la fonction rénale, qui est très importante. Une insuffisance rénale peut entraîner une hypocalcémie et une ostéoporose. On va faire un dosage de la vitamine 5, de la vitamine D, vitamine 25-OH-D3. On va faire une NFS, une CRP, une électrophorèse des protéines sériques afin d'éliminer un myélome, notamment. Si on a un pic dans les gamma-globulines, on pensera à un myélome qui peut favoriser des fractures. Dans la question 4, Madame D se plaint d'une arthrose sévère du genou qui l'empêche de marcher plus de 50 mètres. Alors, il faut détailler votre examen clinique qui permet de distinguer le type d'atteinte du genou. Donc, tout d'abord, il faut distinguer si l'atteinte est dégénérative, comme on le pense, probablement une arthrose, ou inflammatoire, voire infectieuse. Donc ça, c'est en interrogeant la patiente, savoir si la douleur est permanente, si elle est plutôt nocturne, et si elle est insomniante, si elle réveille la patiente. Si elle est insomniante, si elle réveille la patiente, si elle est présente dès le début de la journée et pas à la fin de la journée quand l'articulation a travaillé, il s'agit d'une atteinte inflammatoire, avec notamment dans ces cas-là des épisodes de raideur matinale, de dérouillage matinal, alors que dans une atteinte mécanique, donc une arthrose par exemple, on aura une douleur et on aura une impotence fonctionnelle qui seront maximales en fin de journée, une fois que l'articulation a beaucoup travaillé. Donc ça, c'est un point important. On va demander également s'il y a des épanchements articulaires. On va notamment chercher un choc rotulien pour savoir s'il y a ou pas de l'épanchement d'articulation. Ça a moins de valeur orientatrice vers une cause inflammatoire ou dégénérative. Et enfin, on cherchera à savoir si, ici, c'est probablement une arthrose du genou, donc une gonarthrose. On cherchera à savoir si elle est fémoro-patellaire, donc si elle est entre le fémur et la patella, la rotule, ou si elle est fémoro-tibiale, donc entre le fémur et le tibia. Donc pour distinguer les deux, il faut demander où est la douleur. Si la douleur est plutôt médiane, ce sera une arthrose fémoro-patellaire. Si elle est plutôt latérale, ce sera une arthrose fémoro-tibiale. Également, devant une arthrose fémoro-patellaire, on aura du mal à descendre les escaliers, à monter dans une voiture ou à rester assis longtemps au cinéma, alors que dans une arthrose fémoro-tibiale, ce sera plutôt des douleurs à la marche sur un terrain plat, voire un peu escarpé. Donc ce sont des éléments à l'interrogatoire qui permettent de distinguer un peu le type de compartiment. Dans tous les cas, on fera une radiographie qui nous montrera très bien les signes d'arthrose, qui seront un pincement qui sera localisé, la présence de géodes, d'ostéophytes et une condensation sous-chondrale. Donc des signes classiques d'arthrose à la radio. La question numéro 5, donc on rentre enfin dans le module 5, après avoir fait de l'orthopédie et de la rhumatologie. On demande quel est le modèle qui permet d'évaluer la gêne subie par Madame D. Et on demande la définition de chaque item. Donc, pour répondre à cette question, c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, il y a un ancien modèle, qui est le modèle de Wood, que tous les bouquins continuent à donner, et qui permet, selon moi, de comprendre vraiment ce que c'est le handicap. Et le nouveau modèle, qui est le modèle de l'OMS, qui est destiné à éviter justement de parler en termes péjoratifs du handicap, et qui essaye de tourner le handicap d'une manière laudative, et plutôt d'être optimiste quant au handicap. Donc, je vais vous redonner le modèle de Wood. Le modèle de Wood, c'est basé sur la déficience, l'incapacité et le handicap. La déficience, c'est toute lésion d'organe ou toute altération d'une fonction d'un organe qui va conduire à une incapacité. Donc c'est une notion d'ordre lésionnel. C'est vraiment l'atteinte d'un organe ou l'atteinte d'un tissu. L'incapacité, c'est toute réduction d'activité, toute réduction de la capacité à accomplir une activité qui est liée à une déficience. Donc c'est la conséquence pratique de la déficience. C'est plus du tout une lésion. Et le handicap, en fait, c'est le retentissement sur la vie sociale et sur la vie de tous les jours de cette incapacité. Donc c'est ce qui empêche l'accomplissement d'un rôle social adéquat. Dans la nouvelle échelle de l'OMS, on garde la déficience, qui est donc une notion de lésion d'organes, mais on va parler de restriction d'activité, ou de défaut d'activité, à la place de l'incapacité,
et on va parler de défaut de participation plutôt qu'handicap. On ne dira pas qu'une personne est handicapée, on dira qu'elle a un défaut de participation, la participation étant le terme laudatif pour parler du handicap. Mais la définition sera la même, ce sera l'incapacité de remplir un rôle social qui sera jugé comme normal pour une personne du même âge et du même sexe. Donc l'ancien modèle de Wood est normalement abandonné, mais je pense que dans une question comme ça, il faut donner l'ancien modèle de Wood et dire qu'il est abandonné et que le nouveau modèle, c'est ça. La question numéro 6, c'est une question pour appliquer ce modèle. Donc on a Madame D qui a fait un accident vasculaire cérébral hémorragique, qui a un langage spontané qui est abondant mais difficilement compréhensible, qui n'a pas l'air de comprendre quels sont ses troubles et qui continue à parler comme si de rien n'était. Elle a une fluence qui est conservée, donc elle parle de manière rapide et normale. Et on vous demande quel type de lésion c'est et quelles sont les déficiences, limitations d'activité et handicaps qui en découlent. Donc là, très clairement, il s'agit d'une aphasie de Wernicke, contrairement à l'aphasie de Broca, puisqu'on a une conservation de la fluence. Par contre, on a une perte de la compréhension et on a une jargonophasie avec des paraphasies, c'est-à-dire un langage qui n'a pas grand-chose d'intelligible et qui elle raconte n'importe quoi, en gros. Donc les limitations, donc ça c'est la lésion. C'est la lésion, la déficience du patient. S'y ajoute une anosognosie, c'est l'incapacité à prendre conscience de ses troubles. Il faudra le différencier de l'anosodiaphorie, qui est en fait un détachement des troubles. L'anosodiaphorique sait qu'il a des troubles, mais il s'en fichera. L'anosognosique ne saura pas qu'il a des troubles. Les limitations d'activité, ou incapacité dans l'ancien modèle de Wood, ce sera les possibilités de communication, notamment avec l'entourage. Donc elle n'arrivera pas à communiquer avec sa famille, avec ses enfants, etc. Ce sera donc écouter la radio, utiliser le téléphone, lire le journal. Les restrictions de participation ou handicap, ce sera justement l'accomplissement de fonctions familiales normales. Elle ne pourra plus avoir de contact identique avec la famille. Et ce sera également les activités sociales, impossibilité de faire les courses, impossibilité de jouer à des jeux de société ou d'être avec un groupe d'amis. Donc ce sera ça vraiment la restriction de participation. C'est la conséquence sur la vie de tous les jours et la vie sociale de la patiente. Le principal moyen pour pallier à ça, c'est une rééducation spécialisée par un orthophoniste qui va favoriser la récupération de la patiente. La question 7, c'est un autre exemple d'application. Donc artificiellement, c'est le neveu, ou oui, ça doit être le neveu ou quelque chose comme ça de la patiente. Il a une fracture vertébrale de niveau T4, donc avec une paraplégie totale, une lésion médulaire qui est définitive. Donc on va commencer avec la déficience. Là, ça va être une paralysie du membre inférieur et d'une partie du tronc. Ça va être une perte de la fonction digestive avec une diarrhée et une incontinence anale. Ça va être une perte de la fonction urinaire. Ça va être une perte de la fonction sexuelle. Et ça va être une perte de la sensibilité des membres inférieurs et du tronc. Donc ça, c'est les déficiences. Les restrictions d'activité qui vont en découdre, c'est la locomotion évidemment. Il ne pourra plus marcher. C'est tout ce qui est fonction de continence et d'évacuation. Il va être incontinent, il va devoir être sondé ou avoir des couches pour pouvoir vivre. Et les actes de la vie courante, il ne pourra plus s'habiller, il ne pourra plus faire ses courses, etc. Les restrictions de participation ou handicap, ce sera une impossibilité d'avoir un travail, ce sera une impossibilité d'avoir une vie familiale normale, et ce sera une impossibilité d'avoir une vie sociale normale également, puisque le fait d'avoir une couche, d'avoir une sonde urinaire, compromet vraiment les chances d'avoir une vie sociale normale. Et enfin, l'acquisition d'un logement sera également compromise. Donc, dans la question 8, on demandait quelles étaient les échelles d'évaluation du handicap existantes. Donc, il y a beaucoup d'échelles qui existent. Il faut penser aux échelles composites, qui sont généralistes, et aux échelles spécifiques. Les échelles spécifiques, ce sera par exemple l'indice de Lequen pour tout ce qui est arthrose. C'est ce qui permet de savoir à quel moment il faut mettre une prothèse ou pas. Pour les séquelles neurologiques, ce sera l'index de Durose. Tout ce qui est échelle d'évaluation du handicap qui sont généralistes, ce sera l'index de Bartel ou le MIF ou l'échelle de Rankine. Chez la personne âgée, il faudra systématiquement faire la grille Agir. Donc là d'ailleurs j'avais une grille, j'avais une question, c'était est-ce qu'il faut faire
systématiquement l'évaluation ADL et IADL chez ce patient pour déterminer la grille Agir? Et la réponse c'est oui, puisque ça permet justement de savoir quelle est l'autonomie du patient. Ça reflète moins le handicap que l'autonomie, mais ça rentre globalement dans l'évaluation de l'autonomie du patient. Donc il faudra le faire. La question numéro 9, question classique encore dans tout ce qui est handicap. Quelles mesures va-t-on mettre en place pour aider Madame D à son domicile? Donc là, pareil que pour la gériatrie, vous allez distinguer entre mesures avec personnel aidant, mesures économiques et autres mesures. Là, le personnel aidant, ça va être la même chose, ça va être aide-soignant, infirmière à domicile, kiné, orthoprothésiste, médecin traitant, etc. Tout ce qui va être aide financière sera plus important ici. En cas de handicap, on va avoir une carte de handicap, si le handicap est supérieur à 80%. On va avoir un macaron d'invalide civil qui permet de se garer un peu n'importe où. Et on va avoir une allocation pour le handicap qui va être l'AAH, allocation pour adultes handicapés, et qui va être complétée par la CPH, le complément de prestation du handicap. Voilà. On va également avoir des aides sociales, aide au logement, aide à trouver un emploi, dans des emplois protégés ou dans des centres d'aide par le travail. Et on peut également avoir des aides morales, psychologiques, etc. Un des mots-clés à mettre dans cette question, c'est que tout ça, c'est articulé et coordonné par la MDPH. C'est la maison départementale des personnes handicapées qui gère l'ensemble des prestations qui orientent, qui aident, qui conseillent les personnes handicapées. Avant, il y avait plusieurs structures qui existaient pour l'handicapé. Maintenant, il n'y a plus qu'une seule structure qui gère tout ça, ce qui permet à l'handicapé de passer moins de temps dans des formalités et d'être mieux accompagné. Il faut également parler de la CDAPH, c'est la commission départementale pour l'autonomie l'autonomie et des personnes handicapées, c'est ça. C'est la commission qui va statuer sur la personne handicapée et qui va attribuer combien de ressources il faut lui allouer. Donc ça, c'est très important également. Et enfin, il faudra suivre la personne handicapée pour vérifier qu'elle va bien. Le handicap est un peu moins encadré par des conférences de consensus, mais il est encadré par la loi, notamment la MDPH et la CDAPH. Ça a été créé récemment, en 2005. Donc, ce sont des choses à connaître. Et toutes les mesures qui sont allouées aux personnes handicapées sont également à connaître.